Illusions perdues, Honoré de Balzac, résumé. Il s'agit d'un roman d'apprentissage que Balzac avait décidé de dédier à Victor Hugo. Ce roman, publié en 1843, fait partie de l'œuvre de la comédie humaine. Il soulève des sujets tels que l'ambition, le besoin de reconnaissance et également les coulisses de la profession littéraire. Partie 1. Deux amis d'enfance vivent à Angoulême. Ce sont les héros principaux, Lucien Chardon et David Séchard. Ces deux personnages prennent des chemins opposés, imprimerie et édition pour l'un, recherche de la gloire littéraire à Paris pour l'autre. Paris devient la ville des illusions perdues. Balzac détaille d'abord l'histoire de l'imprimerie des Séchard à Angoulême. Le vieux Jérôme Nicolas Séchard, ancien ouvrier devenu imprimeur pendant la Révolution, est un homme ignorant, mais rusé. Grâce à son avarice et à son sens des affaires, il s'enrichit peu à peu. Il exploite ses ouvriers, calcule tout et ne voit les relations humaines qu'à travers l'argent. Même son fils David n'est à ses yeux qu'un acheteur potentiel lorsqu'il décide de lui céder l'imprimerie. David, le fils, au contraire, est doux, cultivé et honnête. Formé à Paris chez les Didot, il revient plein de savoir et d'idées nouvelles, mais son père lui vend l'imprimerie à un prix exagéré et le piège dans un contrat injuste qui l'endette lourdement. Pendant ce temps, les frères Cointet, imprimeurs rivaux, habiles et influents, affaiblissent peu à peu la maison Séchard jusqu'à menacer son existence. David retrouve alors son ami d'enfance, Lucien Chardon, pauvre mais beau, ambitieux et passionné de poésie. Lucien, originaire du quartier populaire de L'Houmeau, rêve de gloire et souffre de sa condition modeste. David, généreux, l'aide financièrement et l'introduit dans son quotidien en lui offrant le poste de prote, c'est-à-dire chef d'atelier. Tous deux partagent des rêves immenses. David espère faire une découverte scientifique révolutionnaire dans la fabrication du papier, tandis que Lucien aspire à devenir un grand écrivain. Autour d'eux gravite la famille Chardon. Ève, la sœur de Lucien, travaille durement pour soutenir son frère. David tombe amoureux d'elle. Leur amour est simple et patient, à l'opposé des ambitions agitées de Lucien. La vie de Lucien bascule lorsqu'il rencontre Madame de Bargeton, une aristocrate cultivée, enfermée dans l'ennui de la province. Fascinée par le talent du jeune poète, elle l'introduit dans les salons aristocratiques d'Angoulême. Lucien découvre alors un monde brillant mais cruel, fondé sur les apparences, les humiliations et les jeux de pouvoir. Lui qui rêvait d'être reconnu y ressent le mépris social lié à ses origines modestes. Madame de Bargeton nourrit son ambition. Elle l'encourage à abandonner son nom de Chardon pour celui plus noble de Rubempré. Elle lui fait croire qu'il est destiné à la gloire. Lucien tombe amoureux d'elle autant que du monde qu'elle représente. Peu à peu, il se détache de sa famille et de ses anciens liens, séduit par les promesses de réussite et de grandeur. Mais la société provinciale se révèle féroce. Les salons d'Angoulême sont remplis de personnages ridicules, vaniteux ou hypocrites, incapables de comprendre la poésie ou le génie. Lorsqu'on pousse Lucien à lire sa poésie en public, il devient l'objet de moqueries et de sous-entendus humiliants. Cette blessure nourrit pourtant son ambition. Désormais, il veut conquérir ce monde qui le méprise. Pendant ce temps, David et Ève construisent discrètement leur bonheur. Ils se fiancent, rêvent d'une vie simple et travaillent sans relâche. David espère encore sauver son imprimerie grâce à ses recherches innovantes. Pendant ce temps, Lucien, lui, s'enfonce de plus en plus dans l'illusion sociale et sentimentale. La relation entre Lucien et Madame de Bargeton finit par provoquer un scandale. Les rumeurs envahissent Angoulême, attisées par le jaloux monsieur du Châtelet. Pour sauver les apparences, monsieur de Bargeton provoque un duel et rétablit l'honneur de sa femme. Après cette affaire, Madame de Bargeton décide de quitter Angoulême pour Paris et convainc Lucien de l'accompagner.
Lucien voit alors Paris comme une terre promise, où son génie et son talent seront enfin récompensés. Aveuglé par ses rêves de gloire, il accepte de quitter sa famille au moment même où Ève épouse David. Ce départ marque une rupture décisive. Tandis que David et Ève incarnent le travail, la fidélité et la réalité, Lucien choisit le monde dangereux et instable des ambitions, des apparences et des illusions. Partie 2. Lucien de Rubempré arrive à Paris plein d'espoir, accompagné de Madame de Bargeton, qu'il découvre déjà changée par le monde mondain. Très vite, il comprend que leur amour est fragilisé par les règles impitoyables des salons parisiens et par l'influence de figures comme la marquise d'Espard et le baron du Châtelet. Dans la capitale, Lucien, provincial, mal habillé et maladroit, est humilié. Son origine sociale, ses manières et son manque d'argent le condamnent d'avance. Peu à peu rejeté par Madame de Bargeton et les cercles aristocratiques, il bascule dans la solitude et la désillusion. Il découvre Paris comme une ville où tout s'achète, y compris le talent et la gloire. Ruiné, il vit dans la misère du quartier latin, mais commence à fréquenter de jeunes intellectuels, idéalisant l'art et la pensée, comme d'Arthez, qui lui offre un refuge moral. Cependant, Lucien est rapidement attiré par un autre monde, celui du journalisme et des plaisirs parisiens. Grâce à Étienne Lousteau, il entre dans les coulisses de la presse et du théâtre, où il découvre un univers cynique, dominé par l'argent, les intrigues et les réputations fabriquées. Il y apprend que les articles peuvent détruire ou fabriquer une gloire, et que la littérature elle-même est devenue un commerce. Séduit par cette puissance nouvelle, par l'argent facile et la vie brillante auprès de l'actrice Coralie, il abandonne progressivement ses idéaux. Il réussit quelques coups journalistiques qui lui apportent argent et célébrité, mais s'enferme dans un monde de mensonges, de dettes et de rivalités. En se laissant manipuler par les journalistes et les salons, il devient un instrument de la presse, changeant d'opinion selon les intérêts. La chute s'accélère. Trahison politique, scandale, dettes, duels, puis la mort de l'actrice Coralie, qu'il aime sincèrement, mais qu'il a entraînée dans la misère. Humilié, ruiné et isolé de tous les milieux, Lucien comprend, trop tard, qu'à Paris, ni le talent, ni l'amour, ni l'honnêteté ne suffisent sans argent ni protection. Brisé, il envisage de fuir la capitale. Il ne lui reste plus que la honte, la désillusion et une dernière échappée vers sa famille. Partie 3. Écoutez bien cette dernière partie des illusions perdues, c'est l'histoire d'un retour, d'une invention géniale et d'un monde où la ruse triomphe de la bonté. Après avoir rêvé de gloire à Paris, Lucien revient vers Angoulême, brisé. Il traverse la France à pied, mendiant parfois. Il rencontre par hasard Madame de Bargeton, devenue l'épouse du comte Sixte du Châtelet. Elle pourrait le secourir, mais Lucien, dans un dernier reste d'orgueil, refuse leur aide. Puis il est recueilli par de simples meuniers, les courtois, qui le traitent avec une bonté que les grands du monde ne lui ont jamais donnée. Apprenant que son ami David risque la prison à cause de ses dettes venues de Paris, Lucien réalise le mal qu'il a fait. Le roman se détourne alors de Lucien pour raconter le drame silencieux de David. Depuis le départ de son beau-frère, David vit tout entier pour une découverte qui l'obsède, fabriquer du papier à bas prix avec des végétaux ordinaires au lieu des chiffons dont l'industrie manque déjà. Il pressent avant tout le monde que l'avenir appartient aux journaux, aux livres et à la presse. Rendre le papier moins cher, c'est ouvrir le savoir à tous. Il travaille dans l'ombre, engloutissant le peu d'argent du ménage. Il perfectionne certains procédés d'imprimerie, aussitôt copiés par ses concurrents, les redoutables fers cointés. Pendant que David rêve de transformer le monde, sa femme Ève lutte pour sauver la maison. Elle en reprend seule l'imprimerie ruinée, fait revivre l'atelier grâce à de modestes travaux, images pieuses, almanachs populaires.
À ses côtés ne restent que 3 êtres fidèles. Marion, la servante au cœur simple, Kolb, l'ancien soldat alsacien, aussi solide que dévoué, et Cérizet, jeune ouvrier déjà rongé par l'ambition. En effet, il devient l'espion des Cointet qui cherchent à étouffer les Séchard. La catastrophe éclate lorsque Lucien fait négocier 3 faux billets en signant le nom de David. Ce mensonge devient l'arme parfaite pour les Cointet. Ils rachètent la dette, la rendent publique et s'en servent pour lancer contre David une machine judiciaire impitoyable. Balzac montre toute la cruauté du monde moderne. La banque, les frais, les procédures, tout grossit artificiellement la dette jusqu'à l'écraser le débiteur. Les Cointet s'adjoignent Pierre Petit-Claude, un jeune avoué, avide de réussite. Officiellement, il défend David. En réalité, il travaille pour ses ennemis. Et pourtant, au cœur de cette misère, David touche presque au miracle. Il découvre qu'avec des roseaux, puis des orties et des chardons, il peut fabriquer un papier de qualité pour presque rien. Son invention pourrait bouleverser l'industrie entière. Il veut rendre les livres accessibles au plus grand nombre. Balzac lui donne la grandeur des inventeurs oubliés, de ces hommes qui travaillent pour l'humanité sans jamais penser à leur propre gloire. Une longue lettre de Daniel d'Arthez à Ève révèle la vérité sur Lucien. Il n'est pas mauvais, mais il aime les honneurs et sacrifie ceux qu'il aime. Ève tombe malade de chagrin. David, lui, continue d'excuser Lucien. Il voit dans ses fautes la fragilité d'un poète. David doit se cacher des huissiers. Il tente encore de convaincre son père, le vieux Séchard, en lui montrant des feuillets de ce papier nouveau. Le vieillard comprend qu'une fortune est entre ses mains. Mais au lieu d'aider son fils, il calcule marchande. Son avarice l'emporte. Cette scène est l'une des plus douloureuses du roman. Un père préfère son argent au génie de son enfant. Lucien entre dans Angoulême comme vaincu. Sa mère et sa sœur l'accueillent avec tendresse, mais subsiste une blessure. On l'aime encore, mais on ne l'estime plus. On lui cache même la retraite de David. La confiance est perdue. Les Cointet exploitent son retour. Leur journal publie un article triomphant à sa gloire. On l'invite chez les du Châtelet, on lui ouvre à nouveau les salons, et Lucien se laisse griser par ses anciennes illusions. Il croit pouvoir sauver David grâce à ses relations. Mais cette mise en scène a été organisée par Petit-Claude pour gagner sa confiance, pour découvrir où se cache l'inventeur. Cérizet falsifie une lettre de la main de Lucien pour attirer David hors de sa cachette. L'embuscade réussit, David est arrêté. Lucien comprend qu'il a perdu ceux qu'il voulait sauver. Honteux, il écrit une lettre d'adieu à sa sœur et part, décidé à se noyer. Sur la route, il rencontre un étrange prêtre espagnol, Carlos Herrera, qui devine son désespoir. Il le détourne du suicide et lui propose de devenir son secrétaire à Paris. Herrera lui parle du pouvoir comme d'un art. Il lui cite le cardinal de Richelieu, Jacques Coeur, Napoléon Bonaparte. Tous ont conquis le monde par la patience, la ruse et le calcul. Il promet à Lucien de faire de lui un grand seigneur, le marquis de Rubempré. Pendant ce temps, Ève, brisée, croit son frère suicidé. Petit-Claude profite de ce désespoir pour imposer un marché. David sera libéré s'il cède son invention aux Cointet. En prison, David finit par accepter. Il comprend qu'il n'est pas fait pour les luttes de l'argent et des procès. Il ne désire qu'une existence paisible auprès des siens. Ainsi s'achèvent leurs épreuves. David est libéré, mais les Cointet s'emparent de son invention. Les années passent. David et Ève se retirent à Marsac, où ils vivent enfin heureux, entourés de leurs enfants. David abandonne ses rêves de gloire et devient un propriétaire tranquille. Les autres suivent des chemins contraires. Les Cointet s'enrichissent grâce au génie qu'ils ont volé. Petit-Claude devient magistrat. Cérizet finit dans le scandale. Lucien repart vers Paris, sous la protection mystérieuse de Carlos Herrera, pour une destinée nouvelle.
et Balzac ferme son livre sur une vérité amère, dans le monde, ce sont souvent les hommes sincères, les inventeurs, les créateurs qui enfantent les richesses et les idées, mais ce sont les ambitieux, les calculateurs et les habiles qui s'en emparent. Voilà la plus grande des illusions perdues. Croire que le talent et la bonté suffisent à triompher. J'espère que ce résumé vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé beaucoup plus détaillé regroupant les différentes péripéties survenues dans ce roman. Ça restera toujours moins long que le roman véritable de Balzac. À bientôt pour de nouvelles aventures.